dire deux mots, dire comment ça a évolué depuis que le film a été tourné et tout ce qui est derrière. Avant 92, donc, le sommet de la Terre où a été à Rio signé cette convention, on nous a dit bon, on va sauver la biodiversité. Ça, bon, c'est le message officiel qui a été donné. Avant 92, on estimait que bon, la biodiversité, quelque part, était le patrimoine commun de l'humanité. C'est un slogan qui est joli. Il faut quand même savoir ce qu'il y avait derrière ce slogan. Si c'est un patrimoine commun, ça veut dire que tout le monde peut se servir, puisque ça appartient à tout le monde. Qui a les moyens de se servir? Moi, j'ai jamais vu un paysan d'Inde venir dans mon jardin cueillir mes graines pour faire les siennes. Donc ça, on l'a vu dans le film, ça voulait dire que ceux qui ont les moyens financiers d'aller se servir chez les autres, ils vont se servir, et ensuite, c'est à eux. Ils déposent un brevet dessus, ou ici en Europe, on n'a pas des brevets, on a pour les France quelque chose qui s'appelle le certificat d'obtention végétale. Lui, c'est encore plus simple que le brevet. Normalement, le brevet, il faut inventer quelque chose, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de brevet possible. Donc il a fallu que, par exemple, cet entrepreneur, c'est pas un paysan américain, dise qu'il a inventé ce haricot et pas qu'il l'a découvert. Mais le certificat d'obtention végétale, vous pouvez même le déposer sur découverte. C'est marqué dans le texte de loi. Il suffit que la variété qui est protégée elle soit rendue stable et homogène par 5 ou 6 multiplications, et ensuite c'est à vous. Donc je viens dans ton jardin, je prends un épi, je le multiplie, j'en fais une variété un peu stable et homogène. Bon, naturellement, dans cette multiplie, c'est assez diversifié. À partir de là, c'est à moi, mais ça veut dire que si tu la reproduis, tu dois te payer de l'argent. C'est-à-dire que si tu prends la propre semence qui était dans ton jardin, maintenant que c'est moi qui ai décrit la variété, il faut que tu me payes de l'argent parce que elle est à moi. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune preuve que ta variété, elle existait avant que moi je l'ai décrit, le brevet. Parce que moi, quand je l'ai décrit, sous forme de certificat d'obtention végétale ou de brevet, je l'ai écrit sur le papier. Mais ce qu'on appelle les savoirs traditionnels, est-ce que les paysans, ils passent leur temps à écrire sur des papiers ou dans des ordinateurs le code génétique de leurs plantes ou même la description de leurs plantes? Non, ils ne font pas ça. Les savoirs paysans, c'est des savoirs oraux, ils ne sont pas écrits. Aller devant un tribunal avec un savoir oral, il dira que ça n'existe pas. Oui, ce qui n'est pas dans une publication scientifique, la vie, le monde vivant se réduit à ce qui est écrit dans les publications scientifiques. Ce qui n'est pas dans une publication scientifique, ça n'existe pas. C'est ça en tout cas qui se passe devant les tribunaux, et donc on en a vu un certain nombre d'exemples. Alors, il se trouvait quand même que bon, il y a quand même un machin qui existe encore. C'est peut-être plus qu'un machin, ça s'appelle l'ONU. C'est le dernier endroit au monde où on arrive à se parler entre pays différents. C'est pas un gouvernement mondial, c'est le multilatéralisme. Chacun parle et on doit parler jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus, jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord. C'est un machin qui est complètement corrompu par la corruption organisée par les multinationales, mais c'est encore un lieu où on parle. Et dans ce lieu, bon, les pays du Sud, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, les brevets, ils sont où? Ils sont en Europe. Aux États-Unis, au Japon, en Europe, on l'a dit. La biodiversité, elle est où? Elle est essentiellement dans les pays du Sud. Alors, il y en a certains qui sont un peu plus puissants, comme l'Inde ou le Brésil, qui ont des voix un peu plus fortes pour se faire entendre. Et puis bon, il y a tous les pays d'Afrique, il y a tous les pays. C'est là qu'est à peu près 80% de la biodiversité du monde. Et ils ont dit, ça ne va pas. Nous, on n'est pas d'accord que vous veniez vous servir chez nous, mais que ce soit vous. Et là, les Américains, ils étaient très malins. Parce qu'ils ont dit, bon, vous ne voulez pas de brevet, mais attendez, on va vous donner de l'argent. Mais oui, la biodiversité, elle est à vous, il n'y a pas de problème. Nous, on en a besoin parce qu'on fait du business. Bon, après tout, même on va soigner des gens avec des médicaments, on vous l'a dit, vous n'allez pas empêcher que les gens se soignent. Mais on voulait vous donner une partie de l'argent. Ils ont inventé le fameux concept de partage des avantages ou partage des bénéfices. En gros, je vais faire des milliers de dollars ou d'euros en déposant un brevet avec des droits
l'existence sur ce brevet à partir d'une ressource que j'aurais pris chez vous. C'est ce dont on a parlé à Nagoya, ça? Hein? C'est ce dont on a parlé à Nagoya? Non, ça on en a parlé à Rio. Nagoya, c'est l'étape d'après que je vous parlerai tout à l'heure. Rio, c'est 92. Donc ça date. Et donc, à partir de là, les pays du Sud, ils ont dit surtout un pays comme le Brésil qui est persuadé qu'il est assis sur un tas d'or énorme, parce que bon, il a toute la forêt amazonienne. Il a dit, mais finalement, c'est pas mal si tu peux avoir ma part du gâteau. Ben oui, puisque le gâteau est à moi, si tu peux avoir la part du gâteau, c'est intéressant. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en acceptant le partage des avantages, eh bien, ils avaient été brevetés. Et ce qui est inacceptable, c'est bien le brevet. Pourquoi le brevet est inacceptable? Je parle du brevet sur le vivant. Je ne parle pas du brevet industriel, c'est un autre débat, qui normalement est fait pour protéger l'inventeur, on pourra laisser un autre débat. Mais le problème du brevet sur le vivant, le lien, il a une particularité, c'est justement qu'il est capable de se reproduire tout seul. Alors moi je fabrique une bagnole, je fabrique une boîte de conserve, c'est un objet, bon, mais quand je le vends, il va l'acheter, puis après c'est fini, quoi. Et si je sélectionne des graines, que je vous les vends, vous allez les planter, puis elles vont se reproduire. Et quand vous allez les reproduire, elles sont toujours à moi. Ça, c'est quand même fantastique, parce qu'en termes de bénéfices, c'est quand même autre chose. Donc c'est ça qui est inacceptable. Qu'on puisse avoir un titre de propriété sur quelque chose qui est gratuit, parce que la nature a toujours fait la reproduction du monde vivant comme quelque chose de gratuit, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Eh bien, avec toute cette propagande, on va sauver la biodiversité, les accords de Rio, etc., le partage des bénéfices, on a fait accepter le brevet sur le vivant à toute la planète. Les Américains, ils étaient encore plus malins, c'est qu'ils n'ont même pas signé l'accord. Mais ils étaient arrivés, on l'a vu par l'OMC, à imposer ça. Alors, depuis où on en est, sachez quand même que il y a une histoire qui est marrante, c'est l'histoire du Nîmes, là. La lutte contre le brevet sur le Nîmes a été gagnée. Bon, on a vu, on en a Shiva, il y avait les organisations de l'agriculture biologique aussi qui étaient dedans, une fois. On a gagné ce procès. On va dire, ben c'est très bien, finalement, ils ne peuvent pas déposer des brevets sur des choses qui existent déjà. Je vous expliquerai après qu'on peut toujours en déposer et qu'ils s'en déposent de plus en plus. Mais ce qui est curieux, c'est que nous, en agriculture biologique en France, on utilise l'huile de Nîmes. Elle est même dans le règlement européen, reconnu par l'Europe, comme quoi on peut utiliser l'huile de Nîmes, puisque c'est un produit issu de plantes, pour nos cultures, que ce soit comme produit pour pousser les insectes ou contre certaines maladies fongiques. Eh bien, depuis qu'il n'y a plus de brevet, on ne peut plus utiliser. C'est curieux. Imaginez-vous qu'ils ont découvert que c'était toxique. Vous avez vu, ils étaient en train de le bouffer, de se brosser les dents avec. Si c'était toxique, on s'en sert de vermifuge pour les enfants, ça se saurait. Mais c'est quand même pas acceptable que des agriculteurs puissent utiliser gratuitement des feuilles d'arbres pour soigner leurs plantes. Alors, il y a une multinationale de produits pour l'agriculture biologique, c'est une japonaise, qui a racheté d'ailleurs des sociétés allemandes, qui détient un brevet non pas sur le Nîmes, mais sur un des extraits chimiques de Nîmes. Ça s'appelle l'azolaractine, du margousier. Et elle vend encore, en pas mal de pays, des produits qui sont protégés par ce brevet. Mais il se trouve que en France et en Europe, il y avait beaucoup de commerce, et il y en a toujours d'ailleurs, d'huile de Nîmes qui, elle, il y a de l'azolaractine dedans, mais l'huile de Nîme, elle vient directement de l'arbre. Donc là, c'est difficile de faire marcher le brevet par rapport... Oui, il y a de l'azolaractine, il y a la molécule chimique dans l'huile de Nîmes, mais bon, l'huile de Nîmes, elle vient directement de l'arbre, il ne peut pas dire que c'est son truc. Donc, ils ont été très malins. On a une réglementation qui dit que pour vendre un produit, ça des phytopharmaceutiques, il y a une action pour soigner les plantes. En fait, soigner, c'est la plupart, c'est des pesticides chimiques. Mais bon, si vous revendiquez que l'huile de Nîmes peut soigner les plantes,
elle rentre dans cette réglementation. Et pour ça, il faut faire un dossier très complexe, très cher, que vous allez déposer à l'Europe sur les substances de base qui permettent de fabriquer ce produit. Et ce produit est naturel. C'est un ensemble de substances de base qui est mélangé, on peut le bouffer, on peut le brosser les dents, et non, il faut qu'il y en ait une. Donc, comme par hasard, la substance de base de l'huile de Nîmes, on a décidé que c'était l'azadiractine. Ça tombait, il y a un brevet dessus. Et donc, le propriétaire de ce brevet, il a déposé un dossier, et puis il n'a pas poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il l'a retiré avant qu'il ait eu l'autorisation. On lui a demandé un complément d'information, et il n'a pas donné le complément d'information. Et à partir de là, c'est là que ça devient très intéressant, qu'on voit jusqu'où ils vont et le danger du brevet. À partir de là, du moment que le brevet, que l'autorisation de commercialisation, l'inscription de l'azadiractine comme pouvant être commercialisée a été retirée, la demande n'a pas été acceptée. La demande n'a pas été acceptée, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de vendre ce produit dans aucun pays d'Europe. Alors qu'on le vendait, puisque c'était un produit naturel qui n'était pas breveté dans l'huile de Nîmes. Je ne sais pas si vous comprenez la magouille à laquelle ils sont arrivés. C'est-à-dire que non seulement le brevet, ça permet le vol, ça on l'a bien vu, la biopiraterie, mais ça permet finalement d'interdire tout ce qui n'est pas breveté. Parce que là, il y avait cette concurrence, et bon, nous, on ne fait pas de soucis, l'azadiractine, dans quelques années, elle va de nouveau avoir une autorisation de mise sur le marché, parce que le propriétaire du brevet, il voudra l'exploiter. Donc là, on voit bien qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Alors, on vous dira, en Europe, on ne dépose pas de brevet sur les variétés de plantes, ni sur les races animales, c'est vrai. C'est-à-dire, ce que le bonhomme il a fait là, l'américain sur le haricot jaune, en disant la variété elle est à moi, en Europe, c'est pas possible. Mais non, c'est pas nécessaire, on peut déposer un certificat d'obtention végétale. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça revient pas tout à fait au même, mais à peu près au même, et aujourd'hui, on est en train d'utiliser le certificat d'obtention végétale pour exiger de la part des paysans qui ressèment une partie de leur récolte de payer des royalties aux obtenteurs, aux semenciers. En plus, ils ont beaucoup d'imagination, ils ont appelé ça une cotisation volontaire obligatoire. Ils auraient fait exprès, je crois qu'ils n'y seraient pas arrivés. Donc elle est déjà obligatoire pour le blé tendre. Et il y a un projet de loi qui a été déposé donc, au mois de septembre par hasard, enfin moi j'appelle ça des porte-valises des semenciers. Ce sont des élus. Il y en a à droite et à gauche, hein. Ce n'est pas des histoires politiques. Hein. Enfin, si, c'est des histoires politiques, mais il y en a à droite et à gauche. Donc au Sénat et l'Assemblée nationale pour rendre cette cotisation volontaire obligatoire, obligatoire pour toutes les espèces, et pas uniquement pour le blé tendre.